Ça y est, nous y sommes à Monza pour la deuxième course du championnat WTCC cette saison. Tout cela à l'occasion du même premier week-end d'ouverture du championnat 2013 avec le tour de formation qui vient de débuter. Caméra embarquée, regardez quelles sont les conditions climatiques difficiles, épouvantables sur cette piste de Monza. Qui l'eût cru, même si c'est vrai, la Lombardie au mois de mars n'est pas encore toujours à l'écart, à l'abri plutôt d'intempéries, de froid, de pluie. C'est le cas aujourd'hui et franchement ça n'a quasiment pas arrêté de la journée. Ça va rendre cette course d'autant plus difficile pour les pilotes et probablement d'autant plus spectaculaire et indécise pour nous, Pierre-Henri. Boardman qui est en attente dans la voie des stands suite à son abandon lors de la première course, donc il ne pourra s'élancer lorsque l'ensemble des voitures auront franchi la ligne de départ, donc il s'élancera dernier de la meute. Et on attend aussi avec impatience que l'intervention sur la voiture de Robuff soit terminée, son changement de différentiel pour éventuellement prendre le départ de la course en même temps que l'ensemble de la meute. Ouais, pour le moment on scrute son box, et bien la voiture est toujours bien immobilisée dans le box. Et donc derrière Boardman, il n'y a pour le moment personne. Regardez, voilà, Huff est toujours là et on travaille toujours sur la voiture. On attend peut-être même le dernier moment pour enlever les couvertures chauffantes. Il faut garder un maximum de chaleur dans les pneumatiques. Ouais, je pense qu'on est en train de travailler de ce côté-là dans cette équipe expérimentée, non pas au niveau du WTCC mais du championnat du monde de GT. Pour Robuff, ça va être un avantage, effectivement, peut-être de partir avec des degrés supplémentaires, s'élançant juste derrière Boardman, et ça va être intéressant parce que ces deux-là, lors de la première course avant que Boardman abandonne, était en bagarre. Et oui, ils ne se sont fait aucun cadeau les deux Anglais, et Boardman était heureux de pouvoir contester la suprématie du champion du monde 2012 au volant de voitures quasiment identiques en tous les cas, même si les structures ne sont pas les mêmes. Ouais, ça serait intéressant de voir, Jacques, si effectivement la stratégie de partir avec le plus tard possible en essayant d'avoir conservé les couvertures chauffantes sur la voiture le plus longtemps possible aura été bénéfique par rapport à Boardman qui est déjà depuis un petit moment en attente et dans le froid, près du feu vert. Avec votre connaissance de la course automobile, vous pensez que ça va vraiment jouer, ça? Je pense que ça peut jouer sur les 2-3 premiers virages. Ça va pas, la température que Huff a dans ses pneumatiques, vu les 7 degrés qu'il y a au sol, il va pas la garder longtemps, mais peut-être suffisamment pour avoir un gain de confiance lors des 2-3 premiers virages et prendre l'avantage sur Boardman. Réponse dans quelques secondes. Allez, les voitures qui en terminent avec ce tour de formation. On vous rappelle qu'Yvan Muller s'élancera depuis la 9e place sur la grille de départ. Pourquoi 9e? C'est vrai que logiquement il aurait dû partir depuis la 10e place en tant que grille inversée, en tant que poleman de la première course. Il aurait dû donc partir en 10e position sur la grille de la 2e course. Vous savez que ça c'est toujours un tout petit peu compliqué. Mais comme notre ami James Thompson a été contraint à renoncer, et bien finalement Yvan Muller a gagné une toute petite place sur cette grille de départ, puisque James Thompson faisait partie du top 10. Vous avez vu que Robuff, ça y est, était dans la ligne des stands. Il va prendre le départ derrière le peloton. Daryl O'Young est le premier à venir immobiliser sa BMW sur la grille de départ. C'est lui qui dans un instant va s'élancer en pole position de cette deuxième course. Départ donné arrêté bien sûr dans ce second run du week-end. À ses côtés il y aura Marc Basseng, le nouveau venu dans le championnat, le champion du monde du championnat GT. Il y aura Nikier et Nash en deuxième ligne, Tarquini et sa Honda ainsi qu'Oriola sur la troisième ligne, McDowell et Chilton sur la quatrième, et on va retrouver Yvan Muller sur la 5e ligne de cette grille de départ à côté de Fernando Monge. Ensuite Daste Engschler, Boardman et Montero occuperont les 13e et 4e places. Pas Boardman, pardon. Montero sera 14e, Boardman sera tout au bout du peloton, il partira depuis la voie des stands. La bonne nouvelle, Jacques, c'est que visiblement les essuie-glaces de Yvan Muller fonctionnent. Il en aura bien besoin en s'élançant de la 9e position. Bien vu Pierre-Henri, c'était ce qui lui avait fait défaut dans la première course. C'est parti, l'extinction des feux, et Daryl O'Young qui reste donc qui prend un bon départ, mais idem pour Gabriele Tarquini qui a contourné tout le peloton pour venir déjà en 2e position derrière Daryl O'Young. Daryl O'Young avec sa BMW, une propulsion, ça a permis au pilote chinois de s'élancer le mieux possible. Tarquini, excellent départ, et déjà à la 2e place pour la Honda.
Young, Tarquini, Marc Basseng 3e, Pepe Oriola qui décide de tirer un tout petit peu tout droit, qui va reprendre la 4e place derrière le pilote allemand, et Gabriel Tarquini qui tente dans le premier virage d'aller faire l'extérieur à Daryl Young. Il va essayer d'en profiter effectivement sur l'extérieur, il y a du grip, c'est peut-être le plus long chemin, mais ça suffira pour le pilote italien pour prendre la tête. Incroyable, devant ses supporters, et bien l'Italien est déjà en tête après à peine 1 km de course. Daryl Young en 2e position avec Basseng en 3e, Nikier qui a réussi à s'élancer, Nash qui reste, déjà un Yvan Muller qui pointe son nez et un Pepe Oriola qui a perdu des places à la première chicane. Oui, attention, bon départ d'Yvan Muller qui est remonté au 6e rang, Pepe Oriola 7, 8e Engschler, 9e Bart, McDowell s'est loupé, il n'est que 10e. Oui, et surtout Chilton aussi est parti très très loin, on le voit maintenant en bagarre avec Freddy Bart et sa BMW bleue. On va laisser les positions se figer quelque peu, et puis j'imagine qu'Olivier Denis nous remontera ce départ. C'est vrai qu'on était un petit peu focalisé nous sur le splendide départ de Gabriele Tarquini juste derrière Daryl Young, et on essaiera d'analyser ce qui s'est passé pour Yvan Muller. Pour le moment, dans ce brouillard, dans ce mur véritablement d'eau, eh bien Tarquini est toujours en tête devant Young, mais Young se fait attaquer par Marc Basseng et ça passe pour l'Allemand. C'est passé pour Marc Basseng, visiblement Young qui avait souffert lors de la première course et qui est en train de subir à la fois les assauts de la Honda, les assauts de la Seat, et maintenant ce sera au tour de la Chevrolet de Nikier d'essayer d'aller chercher la 3e place. Oui, le pilote danois qui aime généralement ce tracé de Monza et qui est en train d'attaquer désormais Daryl Young. C'est passé pour Nikier avant le grand droit de la parabolique. Ouais, Nikier 3e. Il vient se remettre juste devant Daryl Young. Il sait que ça va un petit peu d'ailleurs le gêner, le perturber avec les gerbes d'eau derrière. Et on félicite tout cela, et on a pu voir le capot avant rouge de Français Yvan Muller. Il est en 4e position. Ça y est, il est en train de remonter Yvan, et il se débarrasse lui aussi désormais de Daryl Young. Donc derrière Tarquini, Basseng et Nikier, il y a désormais Yvan Muller 4e, et le Français remonte probablement plus vite qu'il ne l'espérait. Plus vite qu'il ne l'espérait. On vous rappellera qu'il partait de la 9e position, handicapé lors de la première course avec un essuie-glace qui ne marchait pas. Ici ça fonctionne visiblement bien. La Chevrolet aussi, et le Français 4e. Alors derrière Muller qui est déjà pratiquement revenu au contact avec Michel Nikier, il y a toujours Daryl Young, James Nash est 6e, Pepe Oriola 7e, il y a ensuite Tom Chilton, lui aussi qui s'est un petit peu loupé sur ce départ. Il espérait certainement davantage conserver le contact avec son leader Yvan Muller, ce ne sera pas le cas. Et René Munich qui lui, le patron du team de Robuff, en termine. Regardez, Olivier Denis nous repropose ce départ. Le départ de Gabriel Tarquini, incroyable. Tarquini qui s'est lancé de la 3e ligne. Regardez la vitesse avec laquelle il arrive à s'extraire de cette grille de départ, en passant entre les deux Chevrolet et en dépassant la Seat de Basseng. Il a trouvé de la motricité incroyable. Je sais pas où, mais Gabriel Tarquini fait du coup la super opération à l'issue de ce départ. Il est parti pratiquement aussi vite que la BMW avec sa propulsion. Un excellent départ, peut-être un des points forts de la Honda cette année. Il faudra surveiller ça lors du prochain départ arrêté. Ce sera sur le circuit de Monza, de Marrakech, pardon, dans 15 jours. Attention, on est avec... C'est une image enregistrée en caméra embarquée lors du départ de Tarquini, qui allait prendre l'ascendant sur Daryl Young en faisant l'extérieur dans cette première grande courbe à droite. Le Freddy Bart en difficulté. Et oui, qui avait pris un départ correct, mais qui ensuite est parti à la faute. Freddy Bart. Ça n'aura pas été un week-end facile pour lui non plus. Allez, des positions inchangées pour l'instant pour les 4 premiers. Young en 5e position. Nash derrière, Pepe Oriola, puis Chilton qui est en train de revenir juste devant McDowell. Il y a ensuite Frank Senchler, Thiago Montero qui entame sa remontée. On peut lui souhaiter une aussi belle remontée que dans la première course. Thiago qui désormais est déjà 11e place. Parti de la 15e position. Attention. Daryl Young, ça y est, qui subit la loi également de James Nash désormais. Daryl Young, il n'aime pas la pluie, ça on peut vous le dire, parce que sur le sec il avait été un des meilleurs représentants BMW, et là visiblement ça ne lui convient pas. Allez, on boucle ce deuxième tour. C'est McDowell, oui, qui est allé large. Il est dans le bac à gravier. Il va essayer de remonter sur la piste dans un instant. Gabriel Tarquini lui boucle en tous les cas ce deuxième tour en tête devant Marc Basseng. La 3e place pour Nikier, qui évidemment ne va pas faire de cadeau à Yvan Muller. Ils ont beau avoir des mêmes montures. En tous les cas, les teams ne sont plus identiques. Allez, on se retrouve avec la caméra embarquée de McDowell.
Essayer de ressortir de cet important bac à gravier de la bac. Jean-Philippe Dérault qui tire tout droit au bout de la ligne droite. Il n'est pas le seul. Et 1, et 2, et 3. Mehdi Benani également qui tire. Et 4. Fernando Mondré et Alex McDowell désormais qui avait emmené avec lui quelques kilos de gravier dans le bac précédent. Et ça va ressortir de l'autre côté. Jean-Philippe Dérault qui occupait au moment du passage sur la ligne d'arrivée la 13e position, juste derrière Coronel et devant Benani. Peu de place de perdu peut-être pour le Français. Attention, le Français Yvan Muller en 4e position qui est en train de montrer son museau. Et Nikier qui part à la faute. Et le Français va probablement en profiter avant le deuxième Lesmo. Ouais, il est large, Nikier. Il va devoir laisser passer Yvan Muller. Ça y est, Yvan Muller est sur le podium derrière Tarquini et Basseng. Et le Français qui monte en puissance et en pression. Ouais, je crois qu'il avait dû être un petit peu sur la réserve lors de la première course. C'était lui qui ouvrait la voie. Il nous disait: je ne dois prendre aucun risque. Effectivement, ça lui avait permis de récupérer les 25 points de la victoire. Visiblement un Muller beaucoup plus agressif dans cette deuxième course. Il est en train de remonter vers la tête. Tout ça sous l'œil de James Thompson, absent, contraint évidemment de ce week-end d'ouverture à Monza, puisque vous le savez, James Thompson lui représente désormais les couleurs de Lada et qu'il avait d'ailleurs été très très bon lors de la séance d'essai. Alors, attention, Yvan Muller qui continue sa remontée. Il attaque maintenant Marc Basseng pour peut-être le gain de la deuxième place. Est-ce que Basseng résiste ou est-ce que le capot de la Chevrolet a trouvé à se faufiler? Pour le moment non, Basseng reste devant. Mais il est large. Les trajectoires qui ne sont pas identiques, vous le voyez. Et Basseng qui fait quand même une excellente entrée en matière. On vous rappellera qu'il n'a pas d'expérience de la Seat, pas d'expérience de cette traction, et que dans des conditions extrêmement difficiles, le pilote allemand est en train de se faire un nom, tout du monde au niveau du WTCC. Il est champion du monde de GT, vous me direz, il a peut-être pas besoin, mais là, respect. Ouais, tout à fait, pour sa deuxième course seulement dans le peloton. Pour le moment, il tient un peu, un petit peu large. Il va tirer un peu large, il va essayer de resserrer pour ne pas se laisser à l'accélération passer par la Chevrolet. Mais voilà, il y a des chevaux sous le capot de la Chevrolet Cruze, et ça y est, il profite de l'erreur de Marc Basseng pour s'emparer de la deuxième place. Yvan Muller qui va tenter de fondre maintenant sur Gabriele Tarquini, toujours leader de cette course de Monza. Les phares de la Honda Civic de Gabriele Tarquini. Nous sommes dans le 4e tour et vous le voyez, il pleut toujours, il tombe des cordes ici. Oh, Yvan Muller, il a fait l'état. Il est deuxième, mais il est sous la menace de Marc Basseng. Sur la menace de Marc Basseng, mais surtout il est en ligne de mire avec la Honda de Gabriele Tarquini et ces deux champions du monde qui sont en tête sur ce circuit de Monza. Deux anciens coéquipiers qui savent que peut-être le titre se jouera entre ces deux-là et que chaque point de perdu ou de gagné pourrait faire la différence. Exactement, ça veut dire pour Yvan Muller qu'il faut certainement engranger un maximum de points en ce début de saison. Il sait que Honda est en plein développement, que les avancées technologiques vont venir petit à petit. Pour le moment, il y a certainement encore un avantage pour Chevrolet. Il faut pour Yvan Muller en profiter. Regardez-le, dans cette ligne droite, il est plus rapide que Gabriele Tarquini. Il a fondu sur l'Italien et il n'y a plus grand chose entre les deux voitures. Il y avait effectivement plus de 10 km/h de différence lors des essais qualificatifs sur le sec. On voit que Yvan est plus rapide, la Honda efficace dans les virages mais qui peine un petit peu dans la ligne droite, et le Français Yvan Muller qui s'impose. Waouh, à la réaccélération sans coup fait rire, Yvan Muller qui s'empare de la tête de la course exactement comme il l'avait fait dans la première manche, une manche qu'il avait dominée. Pour la deuxième fois donc Yvan Muller aux avant-postes. Deuxième désormais Gabriele Tarquini, troisième place pour Marc Basseng, quatrième Nikier. À la 5e place on doit retrouver James Nash. A noter que Thiago Montero est remonté au 9e rang désormais. Et ça donnera une bonne indication à toute l'équipe Honda de voir véritablement sur le terrain là où il en manque. Et c'est visiblement au niveau de la vitesse de pointe, de la vélocité. Il en fallait à Monza du côté de chez Honda. On sera peut-être satisfait de ce résultat provisoire tant on était loin en séance de qualification. On est en train de peut-être de sauver les meubles lors de cette deuxième épreuve du championnat. Ouais, mais je pense que Gabriele Tarquini évidemment aurait voulu offrir un premier succès à Honda dès la manche italienne, sa manche à lui, et ce ne sera pas le cas tout simplement parce que devant il y a un Yvan Muller qui est trop fort, qui est trop rapide encore en ce début de saison. Lui évidemment il fait déjà corps avec cette voiture qu'il connaît depuis 4 ans maintenant.
Il y a de la marge, tout du moins au niveau du développement du côté de chez Honda, peut-être beaucoup moins du côté de chez Chevrolet. Et c'est pour cela que le Français Yvan Muller sait qu'il doit absolument faire le carton plein, emmagasiner le maximum de points. Les 25 points, il les a pris lors de la première course. Les 5 points de la pole position aussi. Et peut-être 25 points de nouveau, ce qui le permettrait de repartir de ce week-end de Monza avec 55 points. C'est le maximum, on n'est pas encore à la mi-course, donc il faut encore tenir. Et oui, parce qu'on est à l'abri de rien du tout. Yvan nous le disait tout au long de ce week-end. Dans ces conditions-là, on conduit sur des œufs. C'est le cas de le dire. Ça glisse de partout. Il n'y a aucune assurance et il faut prendre des risques, certes, mais des risques relativement limités. Alors que l'on nous annonce une pénalité pour Mehdi Benani, a priori. Le pilote marocain au volant de la BMW n'aurait pas respecté la limite de vitesse dans la voie des stands, c'est ça? Limite, non, c'est tout simplement l'endroit où on positionne sa voiture. Oui. On a le droit de couper un petit peu et de court-circuiter les chicanes à partir du moment où 2 roues restent toujours dans la piste délimitée par les 2 lignes blanches. Il a certainement mis les 4 roues. Voilà, les 4 roues, donc à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a un gain, un avantage notoire et on a pénalisé le Marocain Mehdi Benani. Mehdi Benani donc qui devra passer par la voie des stands à vitesse limitée là aussi, et donc il va perdre énormément de temps pour le moment. Mehdi occupait la 15e place du classement provisoire à la mi-course. Shilton en 7e position qui est en train de se réveiller, Jacques, si je puis dire, puisqu'il est en train de réaliser le meilleur temps en course. 2:18.415 pour Tom Shilton. Et ce qui lui permet de remonter désormais. Il est 7e et il n'est plus qu'à quelques dixièmes de seconde de Pepe Oriola. Regardez, il va essayer peut-être d'aller se caler dans l'aspiration du pilote espagnol qui lui-même est à la lutte avec James Nash. Quant à Norbert Michelis, nouveau venu chez Honda, pour le moment, eh bien, Michelis, lui, est un petit peu plus loin. Il se bagarre. Attention, avec sa voiture qui a tiré tout droit au bout de la ligne droite. Voir dans quelle position il va repartir. Il était devant Nikier à la sortie. On va voir s'il reste dans cette 3e position. Pepe Oriola qui lui n'a pas pu dépasser Nash et qui est sous la menace de Shilton. Ouais, dans l'ordre pour cette bagarre, effectivement, pour la 5e place, James Nash, Pepe Oriola et l'autre cruise, celle du coéquipier d'Yvan Muller, Tom Shilton. Pour le moment, Yvan Muller lui est toujours en tête. Gabriel Tarquini, attention, est en train de voir fondre Michel Nikier qui s'est emparé donc de la 3e place et qui là est en train de nous faire d'une course sur glace. Il fait de la course sur glace, ça dérive, c'est du survirage avec une traction, ce n'est pas habituel. Essayer de conserver la 3e puisque Basseng essaye de lui reprendre ce bien. Et oui, parce que Marc Basseng en court-circuitant la chicane tout à l'heure a perdu un petit peu de temps en allant au bout de cette ligne droite et du coup il est redescendu dans la hiérarchie au 4e rang. Thiago Montero, on le voit peu à l'image, mais Thiago Montero il remonte, il est 8e, le 2e pilote Honda. Le pilote de Porto qui est véritablement en osmose avec sa Honda sur un circuit, et dans ces conditions-là, en tous les cas, visiblement, il aime la pluie aujourd'hui. Et je crois qu'on est tellement content, c'est pas les conditions que l'on recherche d'habitude, mais on a tellement souffert pendant les séances de qualification que cette pluie que l'on n'avait pas pu affronter durant l'hiver, elle était plutôt bienvenue du côté de chez Honda. Attention, le duel entre Freddy Bart et Tim Borman. Il a failli y avoir un petit contact, mais finalement Tom l'a évité. Il y a aussi un homme qui revient de loin, c'est Robuff avec sa Seat. On est en train de dépasser Daryl Young. Il est effectivement derrière le pilote chinois. Enfin, il était derrière parce que là, ça y est, il est devant désormais. Et Robuff qui s'empare désormais de la 10e place pour la 2e fois consécutive. Et malgré son départ depuis le fond de la grille, eh bien, il est en train de rentrer dans les points, Robuff. Oriola toujours dans la défense avec Shilton. Shilton qui se décale pour avoir un petit peu plus de visibilité. On est revenu sur le 2, 3, 4 et Basseng qui tire pas tout droit, mais ça a failli. Ouais, il a freiné, mais vraiment au dernier moment il va reperdre un petit peu le contact avec Michel Nikier, mais Nikier revient très très près de Tarquini. Gabriel Tarquini un petit peu en difficulté dans cette 2e partie de course. Il va avoir peut-être du mal à conserver la 2e place jusqu'au bout. Il reste 3 tours à parcourir, un petit peu plus, 3 tours et demi, et toujours Yvan Muller en tête avec 3 secondes et demie d'avance. Basseng qui tire tout droit, Jacques. Tarquini. Pepe Oriola aussi
Oh, il n'est pas le seul, mais Basseng, il tire trop loin dans ses freinages. Il a encore court-circuité la deuxième chicane. Attention, parce qu'on attention, il ne faut pas que ça soit trop répétitif. Hein, ouais. S'il y a trop d'erreurs comme ça, répétées, les commissaires peuvent décider de sanctionner en temps. Ça peut être une décision prise a posteriori. Donc attention pour Marc Basseng. On va dire carton jaune pour le pilote allemand. Pendant ce temps, on a toujours Yvan Muller aux avant-postes et Gabriel Tarquini qui voit véritablement Michel Nikier fondre sur lui. Et comme il est plus rapide en ligne droite et qu'il bénéficie de l'aspiration, le Danois tente quelque chose ici maintenant. Il y a des possibilités, Jacques, mais il y a de l'eau. Mais c'est vrai que Nikier se fait de plus en plus pressant sur Gabriel Tarquini. Basseng a l'air d'avoir marqué un petit peu le pas. Michelis, mais qui n'est pas dans le même tour, qui a laissé passer l'ensemble de la meute. Ah, et James Nash qui lui aussi visiblement reçoit un avertissement pour ne pas avoir respecté les limites de la piste, exactement comme Mehdi Bennani tout à l'heure. Tom Coronel avec sa BMW, c'est pas les meilleures conditions pour les BMW. Regardez le champion du monde en titre, Roboeuf, revenu du fin fond de Vauvert, et qui met un petit peu la pression sur la BMW et qui le dépasse. Il passe effectivement Tom Coronel. Ça, c'est le champion du monde que l'on aime et qui remonte donc au 10e rang désormais. Roboeuf parti dernier. Ah, il prouve évidemment que le team de René Munich ne s'est pas trompé en allant le chercher 15 jours ou 3 semaines avant la fermeture ou l'ouverture de la saison. Ouais, ce n'était pas une erreur et effectivement ça prouve aussi, attention Nikier. Ouais, il y a eu un dépassement, changement sur le podium. Michel Nikier s'est emparé de la deuxième place devant Gabriel Tarquini. Et on va essayer peut-être de retrouver cette image si c'est possible. Mais derrière Yvan Muller, c'est bien Michel Nikier et Gabriel Tarquini qui retentent de récupérer cette place. Que se passe-t-il pour Nikier? Il est sur la bonne position. Nikier, il avait été en difficulté à la chicane. On l'avait revu survirer. Tarquini qui va reprendre son bien et qui devrait rester en tête au niveau de la deuxième chicane avant l'attaque des deux Lesmo. Ah, c'est curieux hein, ce qui s'est passé. Là, on a retrouvé Michel Nikier devant Gabriel Tarquini. Et puis soudainement, Nikier, comme s'il perdait un peu de vitesse. On va peut-être revoir Olivier Denis nous repropose cela. Alors on est en train, après le deuxième Lesmo, Niski et Nikier qui est en train de faire du côte à côte. On est avant la parabolique. Alors, on n'a pas vu très clairement ce qui s'était passé en tous les cas. Toujours est-il Pepe Oriola qui lui aussi aura un avertissement. Mais attention, il ne faut pas que ça se reproduise ces situations. Et pour le moment, Nikier qui met la pression, qui profite de l'aspiration. Et oui. Et puis c'est difficile aussi dans ces conditions de voir d'ailleurs dans les rétroviseurs quand le pilote attaque ou pas, tant les gerbes d'eau sont importantes. C'est passé, mais je peux vous dire que Nikier, il a un niveau d'attaque qui est limite plus que limite. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge, d'espace de sécurité pour Nikier et ça lui permet d'occuper la deuxième place. Évidemment Gabriel Tarquini qui est obligé maintenant de s'accrocher dans le sillage de la voiture du Danois pour profiter un minimum de son inspiration aussi et conserver ce podium jusqu'au bout parce que ouais, Tom Boardman pour lui c'est terminé. Allez, cette fois deuxième chicane. Allez, on va réussir peut-être à ressortir et c'est reparti pour Tom Boardman. Et qui effectivement Boardman est ressorti juste devant la BMW de Jean-Philippe Dérault, retombé au 18e rang. Allez, toujours cet écran particulièrement opaque d'eau dégagé par les voitures. Yvan Muller, lui, désormais n'en a cure. Hein. Il est devant, donc il est relativement à l'abri de ces désagréments. Il compte 4 secondes d'avance sur Michel Nikier. Et James Nash est en difficulté. Ouais, Nash dépassé par Oriola. Oriola qui revient à la 6e place et Nash qui retombe au 7e rang. Muller, Nikier, Tarquini, voilà le tiercé de tête à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Attention, ça va toucher. Oui, ah oui, là ça a bien touché même. Est-ce que c'est ce qui a permis à Pepe Oriola de passer devant?
la voiture de James Nash. Je pense pas. C'était une on-board de Coronel peut-être, qui était lui derrière McDowell. Les écarts pour le moment, un écart qui ne cesse de grandir. 3 secondes et 8 dixièmes désormais d'avance pour Yvan Muller sur Michel Nikier, le Danois, qui est en train de réussir son meilleur résultat dans le championnat du monde de super tourisme. En 3e position, Gabriele Tarquini qui veut conserver ce podium jusqu'au bout, mais c'est pas facile parce qu'il y a Marc Basseng qui revient également derrière. Basseng qui met la pression avec un Tarquini qui est un petit peu plus en difficulté en cette fin de course. Et attention, car on sait que la vitesse de pointe des Honda n'est pas le point fort. Il ne faut pas que le pilote allemand Basseng soit trop près à l'attaque de la fin de la parabolique après ce prochain virage, car il y a cette longue ligne droite où Basseng pourrait en profiter. Alors l'avantage quand même pour Honda, c'est qu'ils ont bien compris qu'on a du mal à se mettre immédiatement dans l'aspiration vu les grandes gerbes d'eau que ça dégage. Mais regardez, ça sort hyper proche à la sortie de la parabolique pour Basseng par rapport à la Honda. Basseng qui fait totalement l'extérieur en excellente position d'aspiration. Il vient se repositionner légèrement dans le sillage, mais non, il va devoir finalement renoncer, Marc Basseng, pas cette fois-ci en tous les cas pour porter cette attaque, alors qu'il y a une enquête concernant James Nash. Mais attention, Gabriele Tarquini à l'entame du dernier tour est vraiment sous la menace immédiate et de Marc Basseng et désormais également de Tom Chilton, bien remonté. Oui, ça pourrait faire les affaires de Tarquini si Chilton vient se mêler à la bataille. Peut-être que Chilton pourrait réussir à recoller ces deux garçons-là et empêcher Basseng de tenter ce qu'il faudrait sur le pilote italien. Gabriele Tarquini qui est obligé de venir se positionner devant Marc Basseng pour l'empêcher de l'attaquer au bout de cette ligne droite. Oh, le léger contact entre le pilote Léon et le pilote de chez Honda au volant de la Civic. Ah, on est ambitieux du côté de Basseng. Et on sait qu'il y a un podium à la clé. Attention, Tarquini, il n'est pas très bien passé dans ce premier Lesmo. Ça ne sera pas suffisant pour Basseng pour tenter quoi que ce soit avant le deuxième. Quelle bagarre jusqu'au bout dans le dernier tour. On a toujours Muller et Nikier aux 2 premières places. Et derrière, il y a, alors que c'est René Muni qui est au ralenti. Et derrière pour la 3e place, ce duel magnifique entre Tarquini et le coéquipier de René Muni. Justement, c'est Marc Basseng. Et pour Tarquini, il faut tenir encore sur cette bout de ligne droite, ça ne passera pas. Il reste la chicane Ascari, un droite-gauche, ça devrait le faire sans problème et rester dans cette position-là. Mais attention, car il y a une longue ligne droite avant la parabolique et Basseng peut tout jouer à ce moment-là. Oh, il est vraiment au contact, l'Allemand. Il sort large, c'est lui qui sort aussi large que ça, pour essayer d'aller piéger le pilote italien. Mais Tarquini, il connaît ce circuit comme sa poche, même sous la pluie. Les yeux fermés, il pourrait nous en faire un tour. Il est pas né de la dernière pluie. C'est le cas de le dire, et il en avait besoin. Avec Marc Basseng qui tente quand même quelque chose. Quel splendide duel à l'entrée de la dernière parabolique. Dans le tout dernier tour de cette 2e manche du WTCC, avec un Yvan Muller qui va aller chercher sa 32e victoire cette saison. Attention, Basseng qui essaie de décroiser avec davantage de vitesse. Victoire pour Muller, 2e place pour Nikier. Et le mano à mano, Tarquini ou Basseng sur la ligne, ce sera finalement la photo finie. Tarquini apparemment. A priori, Gabriele Tarquini reste d'un chouïa de quelques centimètres d'un museau d'un pare-choc devant Marc Basseng. Mais quelle finale! Quelle course incroyable. La 5e place revient à Tom Chilton, la 6e à Pepe Oriola. James Nash termine 7e. Et regardez, oui, avec cette image, on en a la confirmation. Jacques, il y a 4 centièmes d'écart entre le pilote allemand et le pilote italien pour le gain de la 3e place. Gabriele Tarquini qui confirme son podium ici. Bravo en tous les cas à l'ancien champion du monde qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Et quel beau succès, quel début de championnat en fanfare, Pierre-Henri, pour Yvan Muller. Une nouvelle fois le maître des lieux. Ça fait 4 courses consécutives qu'il remporte ici à Monza. Oui, c'était le maître. Effectivement, l'année dernière, il était reparti de Monza avec 2 victoires à la clé pour l'ouverture du championnat. Et en 2013, il repart sur la même lancée. On en attendait, on va dire, pas moins du français. On pensait que les Chevrolets allaient être rapides. Le français, on ne se pose plus la question. Et on a bien vu que du côté de chez Honda, il y avait aussi de la matière, même si on était en difficulté pendant les séances de qualification, qu'on avait du métier de côté de l'équipe Jazz qui engage ses Honda, pouvoir rectifier le tir, progresser et faire en sorte que l'on réussisse à repartir pas trop loin au championnat du français Yvan Muller.